Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la quatrième séquence de notre podcast Éthique et Covid-19. Donc cette fois-ci, on va notamment parler du soutien pour les professionnels et de la souffrance des soignants. Alors nous sommes en compagnie de Catherine Olivet, présidente de France Alzheimer 93 et du Conseil d'orientation de l'espace éthique Île-de-France, de Noémie Nolot, qui est membre de l'association Indidactique et conseillère auprès du directeur général de l'ARS des Pays de Loire, et qui est une personne concernée. Benjamin Pichot, avocat et ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris et maître de conférences en droit. Jean-Luc Noël, psychologue clinicien. Peut-être qu'on va adresser cette question effectivement à Jean-Luc Noël. Donc je vais lire la question de l'internaute. En tant que psychologue en SSR gériatrique, je recueille chaque jour l'inquiétude grandissante des soignants et des médecins qui, si des cas de Covid-19 apparaissent en nombre, risquent d'être confrontés à la détresse qu'ils voient chaque jour aux infos lors des scénarios catastrophes déroulés à l'étranger ou dans d'autres départements débordés par la multiplication des maladies. Donc on voit cette inquiétude des soignants face à la mort, face à l'accompagnement des personnes, et puis face à leur capacité à absorber un nombre grandissant de personnes malades. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute, Jean-Luc Noël? Évidemment, cette inquiétude est légitime quand on voit ce que l'on voit, d'avoir cette impression d'être débordé et que s'il y a beaucoup de malades, qu'il y ait beaucoup de malades qui meurent, c'est vraiment une question qui va se poser. Après, je crois qu'il faut qu'on la tourne un petit peu différemment. C'est que, oui, hélas, avec le Covid, des gens vont mourir. Après, en EHPAD, par exemple, on est habitué à cette notion de la mort. Enfin, elle fait partie de l'environnement, non pas dans une notion où on accompagne la mort, mais c'est des gens qui sont à la fin de leur vie et qui potentiellement vont mourir. Et donc, je crois que là, il faut aussi réussir à développer déjà une conscience que peut-être, en effet, des gens vont mourir en nombre et qu'il se doit pour nous de les accompagner au mieux, parce que les soignants seront très touchés s'ils ne peuvent pas accompagner comme il se doit les personnes qui vont mourir. Par contre, si on arrive à les accompagner en soulageant évidemment leur souffrance, leur douleur, mais aussi en donnant finalement des rituels, en donnant des manières de faire, une manière d'accompagner, une manière de parler, ça peut se passer nettement mieux et ça peut donner du sens à cette fin de vie pour ces personnes qui vont être concernées. Et je crois que c'est un peu ça dans les conseils qu'on peut donner, c'est que oui, on voit beaucoup d'images à la télé, oui, on voit beaucoup d'images qui vont nous angoisser et on peut nous-mêmes en mettre beaucoup. Je crois que la parole et la parole partagée en équipe permet aussi de dédramatiser ces images et donner un sens plus réel à ce qui se passe et à donner une utilité à notre action. Et je crois que là, dans les équipes, ça va redistribuer un peu l'ensemble du fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que chacun soit dans son rôle, mais là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont être touchés, qu'il va y avoir beaucoup d'absents dans le personnel, ça veut dire que chacun va être confronté, peut-être à assumer des tâches qu'il ne fait pas habituellement. Hier, j'étais au téléphone avec une directrice qui me dit je ne peux pas vous parler parce qu'aujourd'hui il manque tellement de monde qu'il faut que j'aille faire le ménage dans les étages. Et donc elle allait de chambre en chambre faire le ménage. Et c'était pas simplement faire les gestes barrières et faire le ménage, c'était aussi discuter avec toutes les personnes qui étaient dans leur logement. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas a priori là où on attend une directrice. Et pour autant, par solidarité et parce qu'il fallait bien le faire, ça a été fait. Et si on parle de souffrance des soignants, la souffrance, il faut la parler. Enfin, j'ai dire, il faut parler de ce que les gens peuvent avoir sur le cœur et de ce qui les fait vraiment souffrir et pas simplement dans les images affreuses que l'on peut avoir en tête, pour aussi les accompagner au mieux. Et les accompagner au mieux en connaissant les résidents, en connaissant aussi leurs souhaits de fin de vie, par exemple, et en voyant ce que l'on peut mettre en place pour que ça se passe dans le respect le plus grand de leurs besoins et de leurs souhaits. Et ça, c'est un enjeu. Enfin, ça va nous amener à ça, cette réflexion. Mais par contre, luttons contre ces images qui vont nous assaillir de morts qui déborderaient partout. On est habitué dans les EHPAD à accompagner. Enfin, j'allais dire, et cette mobilisation-là, il faut qu'on arrive à la valoriser et qu'on arrive à lui donner du contenu et des formes pour se réaliser. Merci Catherine Olivet. Alors, je vais rejoindre complètement ce que disait Jean-Luc, dans la mesure où la seule, si j'ose dire, la seule vraie nouveauté, c'est que le personnel dans les EHPAD, il est confronté à sa propre angoisse et qu'il est aussi confronté à l'angoisse des familles qui appellent, qui téléphonent, qui n'ont plus le droit. Donc, il y a un effet cumulatif, l'inquiétude légitime.
Jusqu'à présent, on parle beaucoup des établissements et des EHPAD. Je voulais poser une question à Noémie Nolot à propos du domicile, parce qu'il y a une grande angoisse des auxiliaires de vie également, dont on a beaucoup entendu parler, absence de matériel, pas de formation pour se servir correctement du matériel. Il y a aussi la crainte de transmettre le virus ou bien d'être contaminé. Finalement, les personnes en situation de handicap se trouvent là confrontées à la souffrance des soignants et des aides à domicile. Finalement, comment est-ce que, Noémie, on peut accompagner les accompagnants au mieux pour faire, je dirais, un tandem pour essayer d'avancer ensemble? C'est une question très complexe. Effectivement, aujourd'hui, pour être en contact avec pas mal de personnes concernées par le handicap, parce qu'elles sont soignantes, parce qu'elles sont gestionnaires ou pour tout un tas d'autres raisons, on voit bien qu'effectivement l'angoisse monte. Et l'angoisse monte parce qu'on se la transmet aussi. Mais à travers tout ce que je peux entendre, et je pense que pas mal de personnes vivant des maladies chroniques, en fait, pourraient le dire. Je ne suis pas sûre que nous, on découvre grand-chose. Pour nous, ça existait déjà, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Et peut-être qu'il est temps, en fait, juste de se dire que on a une expertise sur le terrain. On a des patients experts et que c'est maintenant qu'il faut les entendre. C'est maintenant qu'il faut valoriser leur savoir. Parce que si on travaille ensemble, en fait, on peut s'appuyer les uns sur les autres. Ok, on est soignants et personne ne remet en cause l'énorme expertise que ces professionnels ont emmagasinée. Mais le fait est que les patients aussi savent. Et peut-être qu'en combinant les deux et en faisant cohabiter les expertises, alors on arrive à quelque chose qui pourrait peut-être apaiser un peu, en tout cas, les tensions actuelles. Peut-être se dire aussi que c'est pas... Enfin, il est peut-être temps de reconnaître qu'on a besoin de ce lien aussi. Parce que peu importe les situations qu'on traverse, qu'on soit touché légèrement par le virus ou qu'on le vive de façon extrême dans les urgences à l'hôpital, on est tous effrayés et on est tous seuls, isolés. Alors, la seule personne avec laquelle on peut entrer en contact et qui, pour le coup, sera certainement un soignant. Quand je dis soignant, je pense bien sûr à tous les soignants, mais de l'auxiliaire de vie au médecin, en passant par l'infirmière et l'aide-soignant, il y a beaucoup d'autres professionnels aujourd'hui qui sont sur le terrain, des animateurs, des professeurs. Je ne peux pas faire la liste de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui restent actifs. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on se dise que, ok, peu importe les règles qu'on a pu entendre jusqu'à présent, s'aimer et créer du lien, ben, c'est peut-être la seule chose qui peut aujourd'hui encore nous tenir. Et peut-être aussi un petit peu de résilience et accepter qu'au fond, vous savez quoi, de toute façon, la vie, eh bien, ça s'arrête un jour. Et c'est pas grave, ça, à partir du moment où, en fait, on est content d'avoir vécu cette vie-là. On est de passage, nous, sur cette terre. Et en fait, juste, est-ce qu'on a fait un beau voyage? Et voilà, c'est compliqué, j'en ai conscience. Mais si quelqu'un comme moi qui, en fait, peut mourir demain parce que j'aurais pas de respirateur, vous savez, donc si moi, je peux me le dire, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent le faire. Et au fond, ce qui compte, c'est juste peut-être qu'on se soit aimés les uns les autres et qu'on ait laissé une petite trace de quelqu'un qui pourra demain raconter l'histoire incroyable qu'elle a vécue pendant la crise sanitaire dans 50 ans. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage et ces belles paroles.